Et à toutes d'être venues. Il est 17h31, donc je vous propose de commencer. S'il y a des retardataires, je vous demanderai de leur résumer ce qu'ils ont loupé. Aujourd'hui, on va parler de cookies. Donc, on ne va pas parler de gâteaux, on va parler des cookies informatiques. Je pense que c'était clair pour tout le monde. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et on va démarrer tout de suite. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler de cookies. On va également parler de cookies tiers. On va parler de sessions HTTP. Alors, ça ne va pas être trop technique, hein, rassurez-vous. On va parler de TCF, de bloqueurs de pub, de RGPD, de Schrems et de noyaux Linux. De quoi n'allons-nous pas parler ? Eh bien, de tous ces sujets-là. Donc, tous ces sujets, ce sont les conférences qui ont lieu en ce moment au Capitole du Libre. Il y en a pas mal. Il y en a plein qui sont super intéressantes. Je ne vous cache pas qu'il y en a auxquelles je serais bien allé assister. Malheureusement, on peut être qu'à un seul endroit en même temps. Donc, déjà, merci d'avoir choisi cette conférence et pas une de celles-là, même si je suis sûr qu'elles sont super bien et vraiment, il y en a moi qui m'intéressaient. Et donc, je vais faire un truc un peu spécial. On est ensemble pour une petite heure. Et donc la question c'est, pourquoi sommes-nous autant accros aux cookies ? Plutôt que de vous laisser dans l'attente, le suspense d'une réponse pendant 1 heure pour arriver à la conclusion, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la conclusion, puis je reviendrai jusqu'à l'introduction en fin de séance. Comme ça, ceux qui sont déçus par la conclusion, eh ben, ils peuvent partir tout de suite. Surtout, n'ayez aucun scrupule à aller ailleurs. De toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez la voir après. Et ben, sans plus attendre, on va commencer par la fin. Alors, pourquoi sommes-nous autant accros aux cookies ? Eh ben, je ne sais pas. Voilà. J'ai préparé cette conférence. J'ai cherché partout. J'ai cherché des raisons techniques, politiques, économiques, et à la fin, pourquoi est-ce qu'on est autant accro aux cookies ? Eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais j'en sais rien. Alors, on va quand même redéfiler, débobiner le fil pour essayer de comprendre un peu tous ensemble qu'est-ce qui fait que y en a autant. Mais déjà, je peux vous le dire, la conclusion, ça sera « je sais pas ». En tout cas, c'est la mienne. Comme c'est moi qui ai le micro. Alors, un petit peu d'histoire. Qui est développeur dans la salle ? Ok. Qui a un petit peu de technique ? Si je dis HTTP, à qui ça parle ? Oh, quand même, une petite majorité. Donc, Internet, ça date des années 60. Je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Au départ, c'était essentiellement pour l'armée américaine, puis un réseau universitaire. Internet, c'était pas très rigolo, hein, c'était des écrans noirs écrits en vert. On notera que Internet a rajouté plein d'applications au fur et à mesure de son existence, dont FTP en 71. Pourquoi est-ce que je parle d'FTP ? Parce que FTP, c'est pour File Transfer Protocol, donc c'est un protocole d'échange de fichiers, de transfert de fichiers, qui est encore utilisé aujourd'hui. Moi, à titre personnel, je m'en sers tous les jours, mais je pense que je ne suis pas tout à fait dans la norme non plus. Et il y avait énormément de protocoles comme ça, qui sont des protocoles dits connectés, c'est-à-dire que j'ai un ordinateur d'un côté, un serveur, on imagine dans un data center avec plein de lumière qui clignote, et quand je me connecte, je vais typiquement rentrer un login, un mot de passe, établir une connexion, je vais travailler, et puis quand j'ai fini de travailler, au bout de 5 minutes, d'1 heure, d'une journée ou une semaine, je me déconnecte. Tant que je suis connecté, la session est maintenue physiquement entre mon client et mon serveur. Et puis en 91, au CERN, est inventé par Tim Berners-Lee le web, donc le World Wide Web, qui repose sur, on va dire, deux normes, HTTP pour Hypertext Transfer Protocol, donc qui est un langage de communication entre mon ordinateur et le serveur, et HTML qui lui décrit l'assemblage des pages
qui sont à la fois textuels et graphiques, donc ça permet d'avoir des images, et en plus, hypertexte, d'avoir des liens. Donc c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais en tout cas, ouais, en 91, ça a commencé à se démocratiser vraiment en 95 un peu partout. Ça révolutionne complètement l'usage de l'Internet, et c'est ce qui fait que l'Internet est rentré dans les maisons, alors qu'avant c'était dans les labos. Et puis, en 94, Netscape a inventé le cookie. Alors, ils n'ont pas vraiment inventé le cookie parce que ça existait déjà dans d'autres contextes. À l'origine, on appelait ça Magical Cookie, donc des cookies magiques. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que pendant 3 ans, Internet a vécu sans cookies ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur FTP, HTTP, donc le protocole qu'on utilise aujourd'hui sur le web, qui est le plus massivement utilisé sur Internet, c'est un protocole déconnecté, c'est-à-dire que quand vous demandez une page Internet à un serveur, votre navigateur, donc le client, va se connecter, va demander la page lui est renvoyée par le serveur, et la connexion est fermée. Et donc si vous demandez une deuxième page, le serveur ne se souvient pas de vous puisque la connexion était fermée. Alors comme je vois des yeux un peu écarquillés, on va faire ça de manière un peu plus visuelle. Alors attention, je sais qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on a l'habitude de voir des choses très très spectaculaires. Ces slides sont réalisés 100% avec de l'intelligence manuelle. Il y a 0 intelligence artificielle dedans. Et la slide qui va suivre a été réalisée entièrement par moi-même. S'il y en a qui sont vraiment émus, vous avez le droit d'applaudir. Attention, ça vient. Voilà. Merci. Donc ici, on a représenté un client, donc votre navigateur web, et un serveur, donc un serveur web. Le serveur, c'est celui qui a la petite casquette. C'est une casquette. Donc le client dit, tiens, je voudrais la page index.html. Typiquement, c'est la page d'accueil du site. Et le serveur lui dit, oui, bien sûr, je ne vous connais pas, mais voici la page. Et puis on revient, on redemande la même page, ou une autre d'ailleurs, mais toujours est-il que le serveur n'a aucune mémoire de l'interaction précédente. Donc ça pose un problème parce que si je veux pouvoir me connecter sur le site, si je veux pouvoir afficher des informations personnalisées, typiquement aujourd'hui, ça serait le contenu d'un panier, ça serait des informations, par exemple parce que j'ai choisi un mode sombre ou parce que j'ai choisi une autre langue, le serveur, avant 94 en fait, il n'a pas ou peu de moyens de savoir qui on est. Alors, j'ai oublié de faire une précision importante. Tout ce que je vais dire ce soir, c'est de l'à peu près. Donc, venez pas me voir à la fin en disant « Ah oui, mais ça, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. » Je sais. Mais donc, on va dire qu'entre 91 et 94, les sites étaient statiques, c'est-à-dire qu'ils affichaient toujours la même page parce qu'ils ne se souvenaient plus de qui on était et de ce qu'on avait pu faire avant. Et donc, ça pouvait être sympa, mais pas trop, quoi. En tout cas, pour faire des sites dynamiques, c'était assez problématique. Je viens de me rappeler que j'ai une télécommande. C'est très technologique comme exposé. Donc, à suivre, oui, il y a une suite. Alors, la suite, c'est avec les cookies. Alors là, vous vous dites que je me moque de vous parce que c'est exactement la même bande dessinée. Pas loin. Mais pas complètement quand même. J'ai un laser là, génial. Alors les 2 premières cases, c'est exactement les mêmes, effectivement. C'est-à-dire qu'on arrive, on demande une page, ok, je vais vous servir la page, sauf que dès la 3e, on voit ici un petit cookie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le serveur, il dit non mais attends, moi je veux pouvoir te reconnaître la prochaine fois que tu viens, donc je te file un cookie. Un cookie, c'est typiquement une chaîne de caractères, une série de nombres, quelque chose d'unique qui va permettre d'identifier l'internaute qui se présente à nous, qui se présente au serveur plus exactement. Là, comme c'était trop petit pour que je puisse mettre des chaînes de caractères, j'ai choisi des petits points de couleur. Donc vous voyez, c'est jaune, rouge, bleu, vert et rose.
Ce qui fait que si l'internaute revient une seconde fois pour redemander la même page ou encore une autre, son navigateur, qui a reçu le cookie du serveur à la première connexion, il va renvoyer ce cookie pour la deuxième fois. Ce qui fait que le serveur, quand il reçoit la deuxième demande, il reconnaît le cookie, il dit « Ah, mais je sais qui t'es ». Il va pouvoir ainsi proposer une page qui va être spécifique, personnalisée pour cet internaute. Et on va pouvoir ainsi naviguer sur un site. Donc ce qu'on voit, c'est que à la base, les cookies, ils servent à un objectif qui est tout à fait louable, noble et en tout cas techniquement valide, c'est de pouvoir maintenir une session. C'est pour ça qu'on parlait de session HTTP. Si vous avez noté la slide initiale, cochez tous les points pour être sûr que j'en oublie pas. Et les cookies tiers. Je vous ai dit qu'on allait parler de cookies tiers. Alors attention, troisième schéma. Et là, vous dites, non, là c'est vraiment le même. Eh bien non, si vous regardez bien, on ne va pas faire le jeu des 7 différences, je vais vous dire. Ici, vous voyez que c'est un petit personnage qui s'est planqué en dehors de la case. Là, on ne le voit pas. D'ailleurs, ici, là, le navigateur, il ne voit pas le mec qui est planqué en dessous. Enfin, il ne le voit pas. Il y a un tiers qui est venu rajouter son cookie à lui. Et ce cookie, en fait, il va se transporter partout. Ce qui fait que on va avoir, en plus du contenu personnalisé de la page, un autre contenu. Alors, je vais vous divulgacher tout de suite, ça va être très utile pour la publicité, qui va permettre de suivre un internaute. Alors, je vois que vous en avez marre un petit peu là de mes bandes dessinées. Alors, vous inquiétez pas, maintenant on va faire un schéma sérieux qui va vraiment expliquer comment ça fonctionne. Attention, c'est maintenant. Vous avez toujours le droit d'applaudir quand vous êtes émerveillé, hein. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est dessiné avec ma main et Inkscape. C'est alors 100% logiciel libre, hein. C'est du LibreOffice Inkscape et un petit peu de GIMP. Alors ici, on imagine la page web servie par un site qui provient d'un serveur 1. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginons ici que j'ai affaire à un éditeur qui propose du contenu, que cet éditeur se rémunère par la publicité. Dans le contenu de sa page, en fait, il va intégrer des images. On l'a vu, hein, c'était l'intérêt du web, c'était de pouvoir, dans une page, mettre du texte, mais aussi des images, des vidéos, de la musique, enfin, tout ce qu'on veut, donc des médias, des ressources. Ces ressources, là, elle est en bleu parce que, en fait, elle vient de ce serveur-là, donc c'est le serveur qui propose lui-même ses propres images, et puis on peut mettre une ressource qui provient d'un autre site, d'un site tiers. Et là, typiquement, on a mis une petite publicité. Ça, c'est une voiture. Ouais, je dessine pas super, d'accord. Il n'y a plus beaucoup de dessins après, rassurez-vous. Et que cette pub vient d'un serveur 2, qui en fait est un serveur publicitaire, qui va avoir son propre cookie. Et là où ça devient intéressant, c'est que 6 mois utilisateurs, le lendemain, 2 jours après, 6 mois après, je vais sur un autre site qui n'a absolument rien à voir, qui lui est servi par un autre serveur, avec ses propres contenus, mais qui va utiliser le même mode de financement publicitaire. Il va donc me mettre un petit bandeau qui vient de son serveur publicitaire. Et ce serveur va réutiliser le cookie, parce qu'au moment où on va afficher la pub, on va renvoyer le cookie qui avait été envoyé initialement ici, ce qui veut dire que ce serveur-là sait que vous avez été d'abord sur ce site-là, puis sur ce site-là. Et comme ça, il vous suit à la trace. Et vous n'en savez rien. C'est-à-dire que vous êtes allé sur un site, vous avez peut-être vu une pub. Alors là, c'est une pub, elle est visible, mais ça peut être un petit pixel invisible. Ça peut même être un élément qui ne génère pas du tout d'affichage. À partir du moment où vous avez une ressource qui vient d'un site tiers, ce site tiers peut embarquer un cookie. Ce cookie va être transporté au travers tous les sites sur lesquels vous allez. Et vous ne le savez pas, mais vous êtes suivi à la trace.
Il y a un exemple, donc là j'ai pris une bannière de pub, il y a un exemple ultra classique, c'est le bouton like Facebook. Alors on le voit un peu moins déjà parce que Facebook c'est un réseau de vieux, mais le bouton like Facebook sur tous les sites, en fait son intérêt principal, c'est pas de dire ah bah ouais moi j'aime bien ce site, cette page est super, c'est que ça permet à Facebook de savoir sur quel site vous êtes allé, parce que dès que ce bouton s'affiche, la requête part à Facebook, Facebook sait sur quel site vous êtes, peut le stocker, même si vous n'avez pas de compte Facebook, même si vous ne vous êtes jamais connecté sur Facebook. Et ça permet de vous créer un profilage de vos habitudes, sur quel site vous allez. On peut vous suivre par adresse IP, donc si vous vous déplacez au travers de la France ou le monde, eh ben on peut le savoir aussi. Et donc, on comprend que ça peut poser quelques réticences chez les personnes ronchons, on va dire. Donc, est-ce que c'est fini et on sera tous fichés à jamais? C'était sans compter sur la créativité législative des Français et des Européens. Alors, petite parenthèse, quand je dis créativité législative, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas une insulte, c'est pas un gros mot d'ailleurs. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, je fais une aparté qui n'était pas prévue et donc je vais peut-être déborder un peu, mais comme il n'y a pas de conférence après, je me le permets. De toute façon, il y a déjà la conclusion, donc normalement, si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse un peu. J'ai vu sur un réseau social tout pourri, que je ne citerai pas, Twitter. Je dis Twitter parce que je refuse de l'appeler autrement, ça suffit les conneries. Un fan de Elon qui postait 2 photos côte à côte, avec d'un côté une fusée qui va partir sur Mars et de l'autre une bouteille de flotte avec un bouchon solidaire de la bouteille. Je ne sais pas si vous avez vu que les bouchons sont solidaires. Et qui disait, eh ben voilà où on en est. Pendant que les Américains vont sur Mars, nous, tout ce qu'on sait faire, c'est faire chier les vendeurs de bouteilles en plastique et les obliger à fixer les bouchons sur les bouteilles. Alors moi, à titre personnel, sur Mars, j'irai pas, c'est à peu près certain. Mes enfants iront pas non plus. A priori, on va tous mourir sur Terre, et probablement plus vite que prévu au train où vont les choses, et en particulier à cause de problèmes de pollution. Et donc, passer du temps à se dire ah, il faudrait arrêter de foutre du plastique partout dans la mer, plutôt que de se dire tiens, et si on allait sur Mars, moi, ça me va. Voilà, donc tout ça pour dire que la créativité législative, c'est pas un gros mot. Donc, créativité législative, je pense que tout le monde a deviné où est-ce que, qu'est-ce qu'on a inventé en Europe par rapport aux problématiques qu'on a vues avant. C'est le moment participatif. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, RGPD, pas du tout. Pas du tout, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, en Europe, on s'est préoccupé très très tôt des problématiques de vie privée, de respect à la vie privée. Et il se trouve qu'au milieu du XXe siècle, il y a eu toute une série d'événements pas très très rigolos et pas super folichons où on s'est mis à beaucoup ficher les gens. Et suite à ces événements, on s'est dit que ça serait pas mal d'y mettre un terme. Et en particulier, donc l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dit dès 1953. 1953, c'est l'application, hein, donc en fait ça avait commencé bien avant. Droit au respect de la vie privée et familiale. Il y a plein d'autres articles, mais les fondements de la protection de la vie privée en Europe, ça date du milieu du XXe siècle. En France, comme on n'est pas les derniers pour la déconne et pour créer des lois, eh ben, on a créé en janvier 1978 la loi informatique et liberté, qui en gros dit 2 choses, qui dit que tout traitement, tout fichier, qui soit informatisé ou pas, en 78, il y avait déjà des ordinateurs, mais c'est pas autant qu'aujourd'hui. Hein. Mais dès qu'il y a un fichier, eh ben, avec des données nominatives, on a un droit d'accès, un droit de modification et un droit de suppression. Et qu'il y a un organisme qui est créé pour surveiller tout ça, la CNIL. En 95, donc il y a la directive 95, qui en gros est le RGPD. Et alors pourquoi?
En fait, quelle différence y a-t-il entre la loi de 78, la loi de 95 et le RGPD qui date de 2016 ? 2016, pas 2018. Alors j'ai quand même mis les deux dates. La différence, c'est que le RGPD entre en application en 2016, mais les sanctions ne sont appliquées qu'en 2018. Donc en fait, entre 2016 et 2018, c'est un peu comme le périph' parisien, pour ceux qui connaissent. On dit que la limitation de vitesse diminue, mais que les radars ne changent pas. Donc en fait, tout le monde s'en fout. Donc tout le monde a retenu 2018 en disant de toute façon, avant, il n'y avait pas d'amende, donc ça n'existait pas. En fait, si, le RGPD, c'est 2016. Donc directive 95 et RGPD, c'est la même chose, quasiment. La différence, c'est que le RGPD s'applique directement aux États membres, alors que la directive 95 devait être transposée en droit local pour chacun des pays, ce qui n'était pas super facile, surtout que Internet, niveau frontière, c'est un peu... Les octets ont du mal à faire demi-tour quand ils voient une frontière. Et ça reprend de manière évidemment plus précise, les technologies ayant évolué depuis, mais ça reprend des éléments de la loi de 78. Moi, à titre personnel, j'ai grandi dans les années 80-90 et j'ai passé mon adolescence à répondre au téléphone des télémarketeurs en leur disant: conformément à la loi du 6 janvier 78, je vous saurai gré de bien vouloir supprimer mon nom de votre base de données. Et ça marchait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, eh ben, permettez-moi de vous dire que votre adolescence devait être bien triste. Mais ça marchait déjà. Hein. Il n'y avait pas besoin d'attendre le RGPD en 2018 pour avoir un droit de modification, de lecture et de suppression sur une base de données. Alors concrètement, le RGPD, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui importe dans nos vies, ça concerne qui? Beaucoup de monde. En gros, il y a 3 catégories. Il y a toutes les sociétés européennes. Donc si vous êtes une société européenne, ben, vous êtes soumise au RGPD. Il y a tous les services aux citoyens de l'Union européenne et tous les services en Europe. Donc en gros, dès qu'il y a un Européen dans le lot, eh ben, le RGPD s'applique. Donc c'est transfrontalier, hein, c'est-à-dire qu'une société américaine qui opère en Europe est soumise au RGPD. Donc, quels sont les objectifs? Donc, donner aux citoyens donc, du contrôle, uniformiser les règles, ça c'est une des grosses différences avec la directive 95, hein, c'est qu'on est sûr que c'est exactement la même chose dans tous les pays d'Europe, et responsabiliser les entreprises qui jusque-là on n'avait pas grand-chose à faire, elles ont attendu 2018, alors que depuis 1953, elles auraient dû être plus ou moins au courant. Les droits, ben là on voit bien, hein, accès, rectification et effacement, c'est la loi du 6 janvier 78. Hein. Opposition, portabilité des données, ça c'est un peu, on ne parlait pas d'interopérabilité, de portabilité des données en 78, on en parle plus maintenant, et donc on voit vraiment d'où ça vient tout ça. C'est pas arrivé un beau matin de mai 2018. Les sanctions, parce qu'une loi sans sanction, on sait que ça sert à rien, qu'à voir sur le périph'. Donc 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est pas tout petit, quoi. C'est-à-dire que le bâton est assez mastoc. Alors, est-ce que Free va être... Je ne sais pas. Je ne suis pas au fait du dossier. Et si ça ne vous dérange pas, on gardera les questions pour plus tard. Sinon, moi, je vais perdre le fil, en fait. Et puis, quelle heure il est? Oh non, ça va, non, on aura le temps. Vous inquiétez pas, on aura le temps. Ensuite, il y a 2 articles du RGPD à connaître. Et il faut les connaître. Tout le monde doit les connaître. C'est un peu aussi l'objectif de mon discours ce soir, hein, c'est qu'on devrait tous avoir en tête, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de les connaître, ce n'est pas du bachotage, c'est que ça doit nous paraître une évidence sur les principes du RGPD. Donc, il faut que les traitements de données personnelles, alors le RGPD s'applique au traitement de données personnelles. Donc, si ce n'est pas personnel, si ce n'est pas une donnée, s'il n'y a pas de traitement, ça ne s'applique pas. Il faut que ce soit licite, loyal et transparent. Il faut minimiser les données collectées. Et il faut évidemment la sécurité et la confidentialité des données. Donc
Est-ce que, je vais quand même répondre un peu, est-ce que Free s'expose à des sanctions? Ben oui, puisqu'a priori, il y a un problème dans la sécurité des données. Bon. Minimisation des données connectées. Juste pour prendre un exemple concret, à titre personnel, il y a un truc qui me rend malade, c'est quand un site est, on va dire, réservé à des personnes de plus de 16 ans ou de plus de 13 ans ou de plus de 18 ans, me demande ma date de naissance. La seule question qu'on devrait me poser, c'est est-ce que vous êtes majeur? Oui ou non? C'est un bouton radio ou une checkbox. Bah, si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, bah, c'est pas bon. Ma date de naissance ne sert absolument à rien. La donnée, elle n'est pas du tout minimisée. Et a priori, le site ne va pas m'envoyer un cadeau pour mon anniversaire. Hein, donc, il n'a pas besoin de ma date de naissance. Et le problème, c'est que quand il y a une fuite de données, et on voit que ça arrive tous les jours, eh ben, s'il y a ma date de naissance, potentiellement, le risque, il est accru. Parce qu'avec une date de naissance, on peut faire beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez de demander la date de naissance quand vous voulez savoir si quelqu'un est majeur. Parce qu'a priori, si on demande la date de naissance, c'est pour faire le calcul, mais la personne derrière l'écran a fait le calcul avant, de toute façon, et sait si elle est majeure ou pas. Et puis, c'est pas un problème de confiance en disant oui, mais peut-être qu'il est en train de tricher et de me faire croire qu'il est majeur alors qu'il ne l'est pas. Enfin, si on ment sur est-ce que je suis majeur ou pas, on peut aussi mentir sur la date de naissance. Donc, ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt de demander une date de naissance plutôt que est-ce que vous êtes majeur ou pas. Voilà, donc minimiser les données, ça se fait vraiment. En fait, on ne doit pas stocker la moindre donnée personnelle, donc la date de naissance ou le fait d'être majeur est une donnée personnelle. Et ça ne doit jamais être fait sans se poser la question est-ce que j'ai bien minimisé la donnée dont j'ai besoin pour mon traitement? Loyauté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de coups bas à ses utilisateurs. Transparence, il faut dire clairement ce qu'on fait de ces données et pourquoi. Et licéité, il faut que le traitement soit licite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un traitement doit être licite? Le RGPD donne 6 raisons valables pour faire du traitement de données personnelles. Donc un traitement ne peut être licite que s'il est dans une de ces 6 cases. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a que 6. Je ne les ai pas rangés dans n'importe quel ordre, mais je vais quand même commencer par la fin. Donc quand un site, alors un site, mais ça peut être n'importe quel traitement, hein, vous demande une donnée personnelle, ça peut être pour une mission d'intérêt public, typiquement si c'est un recensement, mission d'intérêt public, c'est-à-dire que on va vous demander votre date de naissance, là pour le coup, ouais, on a le droit, et est-ce que vous pouvez vous y opposer? Ben non. Pour des intérêts vitaux, si vous vous effondrez sur le trottoir dans une mare de sang avec votre carte de donneur de sang dans la main et qu'un médecin passe par là, il n'a pas besoin de vous dire est-ce que je peux lire votre carte pour connaître votre groupe sanguin pour vous faire une transfusion par exemple. Là, il y a un intérêt vital, donc la donnée peut être traitée directement. Obligation légale, alors ça va être par exemple tout ce qui est secteur bancaire ou tout ce qui est loi antiterroriste, où on a besoin de garder une trace des informations de connexion, par exemple, les adresses IP. Donc une adresse IP, dans la majeure partie des cas, est une donnée personnelle, puisqu'elle permet de lier une action à une personne. Et donc, obligation légale, intérêts vitaux, mission d'intérêt public, c'est des choses qu'on voit assez peu, parce qu'en gros, ça concerne des professions très spécifiques. Les 3 qu'on croise tous les jours donc, sont les 3 premières. Donc la première, c'est contrat, c'est-à-dire nécessaire à l'exécution d'un contrat. Si vous vous inscrivez sur un site de livraison à domicile et qui vous demande votre adresse postale, votre adresse de livraison, ça fait partie du contrat. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas ça, on ne peut pas vous livrer. Donc on n'a pas à vous redemander à chaque fois est-ce que je peux stocker votre... Ça fait partie du contrat. Vous avez validé le contrat, vous avez signé le contrat. Donc dans le cadre du contrat, on a le droit de stocker cette donnée personnelle. Et vous ne pouvez pas vous y opposer, ou alors vous ne signez pas le contrat. Donc on ne vous demande pas votre avis. L'intérêt légitime, c'est tout ce qui va être vraiment utile pour la plateforme, mais pas indispensable à l'exécution du contrat,
et qui ne vous lèse pas. C'est-à-dire que ça ne doit pas vous léser, vous, en tant qu'utilisateur. Concrètement, ça va être, je veux faire des stats d'utilisation de mon site Internet pour savoir quand est-ce qu'il est utilisé, parce que peut-être que je vais avoir besoin de rajouter un serveur ou des choses comme ça. Et donc, dans ce cas-là, j'ai besoin de le savoir. Je pourrais rendre le service même si je n'avais pas ces données-là, donc ce n'est pas dans le cadre contractuel. Donc, il faut que vous puissiez dire non. Mais par défaut, c'est coché, donc c'est de l'opt-in. Donc c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas dit non, le traitement il a lieu. Et puis enfin, le recueil du consentement, donc ça va être tout le reste, ça va être je veux pouvoir vous profiler pour faire de la pub et vous afficher de la publicité qui est en lien avec votre parcours sur Internet depuis 6 mois. C'est pas de l'intérêt légitime, c'est évidemment pas nécessaire au contrat. Donc on va vous demander votre consentement. Et par défaut, c'est décoché. Donc, c'est à vous de le valider. Donc, en gros, quand on va sur un site aujourd'hui et qu'on a ces fameux bandeaux dont on va reparler juste après, il y a des cases qui sont cochées par défaut, il y en a qui sont décochées par défaut, et il y en a qu'on ne peut pas décocher. Alors, ça arrive parfois, mais de toute façon, si c'est nécessaire au contrat, c'est nécessaire au contrat. Alors, j'ai dit juste avant que ça s'appliquait également pour les entreprises américaines qui exercent en Europe. Alors comment on fait avec les USA? Donc dès 2000, donc bien avant la signature du RGPD, ces problématiques-là ont été envisagées avec la signature du Safe Harbor, qui en gros dit les USA et l'Europe, c'est pareil, c'est des démocraties, on traite les citoyens de la même manière, donc on devrait se mettre d'accord avec un accord d'utilisation des données personnelles. Et puis, pas de bol, pour le coup, vraiment pas. En 2001, il y a eu les attentats du 11 septembre. Derrière, les États-Unis ont resserré énormément les vis. Et donc, un citoyen autrichien du nom de Max Schrems est allé voir la Cour de justice européenne et a cassé le Safe Harbor en disant non mais ça ne respecte pas du tout les lois européennes. Donc catastrophe. En 2016, on refait le Safe Harbor sous le nom de Privacy Shield, en gros rechercher, remplacer. Du coup, Max Schrems, pas content, revient à la charge. 2020, il recasse Privacy Shield, rechercher, remplacer. Et en 2023, signature du Data Privacy Framework. Donc les trois sont des accords transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis qui permettent les échanges de données. Et là, on attend, on imagine que Max Schrems n'est pas allé planter des poireaux dans son jardin et qu'il est en train de bosser dessus. Le Data Privacy Framework permet néanmoins de demander des comptes à la justice américaine avec la garantie de ne pas obtenir de réponse, mais on a le droit de demander, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Je ne vais pas parler plus longtemps de là-dessus parce que ça fait l'objet d'un épisode de podcast qui paraîtra mercredi prochain et du coup je me fais de la pub, j'en parlerai à la fin. Donc on a vu que le RGPD venait mettre un terme, en tout cas d'un point de vue légal, au pataquès du partage de nos données personnelles liées en grande partie aux cookies tiers. Ce n'est pas le seul frein qui est arrivé. Il y a eu, alors déjà, il y a eu les navigateurs web qui ont dit non mais ça c'est n'importe quoi, on va arrêter. Donc Firefox et Safari ont bloqué les cookies tiers techniquement, c'est-à-dire que quand vous téléchargez une page avec de la pub qui va chercher un cookie d'un site tiers, il les bloque. Google, avec Google Chrome, s'est engagé aussi à le faire en 2020 avant 2022 et on est en 2024 et on attend encore et je pense qu'on va attendre encore un petit peu puisque Google tire une très grosse partie de ses revenus de la publicité donc ça les embête un peu. Mais surtout il y a eu des développeurs qui se sont énervés et qui ont développé des bloqueurs de pub. Qui utilise un bloqueur de pub ici? Ah ouais, quand même. Qui n'utilise pas de bloqueur de pub? Donc vous savez ce que c'est qu'un bloqueur de pub. Il y en a deux principaux, il y en a plein, mais il y en a deux principaux. Il y a uBlock Origin et AdBlock Plus.
À titre personnel, moi je vous recommande MuBlock Origin plutôt qu'AdBlock Plus pour plein de raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas aujourd'hui. Donc ils vont bloquer les requêtes vers les sites publicitaires, ils vont bloquer les cookies et puis ils vont bloquer l'affichage de la pub. Mais ils vont aussi bloquer les revenus des créateurs. Et là vous voyez qu'il y a un petit pouce en bas, ouais. Ce qui n'est pas top. Ce qui n'est pas top, et donc permettez-moi de faire un interlude capitaliste. Dans un univers parallèle où Benoît Hamon a été élu en 2017, tout le monde peut vivre du revenu universel et passer ses journées à créer du contenu de qualité gratuitement sans publicité. Je ne sais pas si c'est qu'on n'a pas eu de bol ou qu'on a échappé au pire. En tout cas, nous ne vivons pas dans cet univers parallèle. Et aujourd'hui, pour produire du contenu, il va falloir faire un choix entre... Alors je pense que tout le monde a pigé le schéma, hein, c'est toujours Inkscape. Entre du contenu de qualité gratuit, mais avec de la pub, ou du contenu de qualité sans pub, mais pas gratuit, il va falloir payer, ou du contenu gratuit sans pub, mais pas terrible. Et me dites pas, oui, mais on m'a filé. Non, si c'est un cadeau, il y a quelqu'un qui a payé. Si vous avez un boulot et un employeur qui vous paye pour que vous puissiez faire des trucs, parce qu'il ne va pas vérifier tout le temps sur votre dos que vous êtes en train de bosser, c'est lui qui paye. Et donc, il y a forcément, à un moment, il y a quelqu'un qui paye. Et donc, à titre personnel, moi je ne suis pas du tout favorable aux bloqueurs de pub, pour deux raisons. Celle-là, c'est qu'ils appauvrissent directement les créateurs et les créatrices de contenu. Et puis, ils ne résolvent pas du tout le bon problème. C'est-à-dire qu'ils vont couper le truc à la surface, mais ils ne s'attaquent pas au fond du problème. Le fond du problème, c'est que tout le monde se gave sur nos données personnelles et on n'a rien à foutre du RGPD. Fin de l'interlude. Et schéma sérieux. Pour comprendre c'est quoi le problème et comment ça marche, la pub, un schéma sérieux. Donc c'est le deuxième, il n'y en aura pas d'autre. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors ça, c'est un problème, parce que normalement, tout le monde devrait avoir une idée de grosso modo comment ça marche la pub sur Internet. Je vous disais tout à l'heure, ouais, si c'est pas précis, venez pas me dire que c'est pas précis, je le sais. Là, c'est ultra giga simplifié. Alors voilà comment ça se passe aujourd'hui quand vous allez sur Internet. Vous allez sur un site, donc les petits carrés rose clair à gauche, c'est plein de sites Internet. Ces sites vont être référencés par des SSP, donc des Supply Side Platforms, qui en gros sont des catalogues de sites Internet qui vont référencer tous les emplacements publicitaires disponibles où on va pouvoir balancer de la pub. Et donc, ils vont stocker la taille des bannières disponibles, les URL des sites, et puis les profils cibles, les ménagères de moins de 50 ans, etc. Donc, en fait, ils vont stocker toute l'offre disponible pour afficher de la pub. De l'autre côté, vous avez des publicités, donc des annonceurs, qui eux vont passer par des DSP, donc des Demand Side Platforms, qui vont référencer des catalogues d'annonceurs qui sont prêts à payer. Entre les deux, on va avoir un système d'enchères en ligne avec un protocole ouvert qui s'appelle OpenRTB pour Real Time Bidding. Je suis presque bilingue. Et donc un système d'enchères en temps réel. Ce qui veut dire que quand vous allez sur un site, vous avez un emplacement publicitaire disponible. Toute cette machinerie se met en place en quelques millisecondes. Alors d'un point de vue technique, moi qui ai fait des études d'informatique, je suis ébahi par la performance et la beauté de ce truc-là. C'est quand même incroyable parce que derrière, votre emplacement par rapport à votre profil, par rapport à la taille, par rapport au site sur lequel vous êtes, il va être mis aux enchères et vous avez des centaines d'annonceurs qui vont enchérir et qui vont définir combien vaut cet emplacement. Ça a deux effets directs. Le premier, c'est que vous êtes sur un site et quand on vous dit acceptez-vous de partager vos données, en fait, naturellement, on se dit ouais, non, mais je m'en fous que ce site ait mes données. Non, non, c'est pas ce site qui a vos données, c'est tout ça.
C'est tous ces gens-là. Et c'est pour ça que vous avez nos partenaires, et que quand vous cliquez sur nos partenaires, vous avez une liste de 666 partenaires. C'est parce qu'il y a tous ces gens-là. Parce que le RGPD est venu dire quand vos données sont partagées, il faut que vous le sachiez avec qui. Avant le RGPD, on ne savait pas. Hein. Ça marchait déjà comme ça, et on ne le savait pas. Le deuxième effet de ce système-là, c'est que c'est un système d'enchères et que, alors on peut être pour ou contre les systèmes d'enchères. Moi, personnellement, ça me gonfle. Bon, peut-être que c'est... je sais pas pourquoi, mais bon, ça me gonfle les enchères, moi. J'aime pas ça. Et c'est un truc à coûter un certain coût à produire. Voilà, mon prix, c'est ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que avec ce système d'enchères-là, le CPM, c'est-à-dire le coût par mille, des emplacements publicitaires, il n'a fait que baisser depuis une dizaine d'années. La conséquence, c'est que si moi j'ai un site et que je vide la pub et que les prix sont divisés par 2, pour maintenir mes revenus, parce que j'ai des salariés à payer, j'ai des serveurs à payer, j'ai plein de choses à payer, et j'ai des frais fixes, j'ai pas le choix, je suis obligé de doubler le nombre d'emplacements publicitaires. Ce n'est pas la seule raison. Il y a une autre raison qui est annoncée, et d'ailleurs on en a parlé cette semaine par l'industrie de la publicité, c'est de dire ouais, mais comme maintenant les gens refusent les cookies, du coup les emplacements publicitaires sont moins qualifiés, donc ils coûtent 2 fois moins cher, donc il faut doubler le nombre de pubs à cause de vous, bande d'ingrats, qui refusez de cliquer valider tout. Alors non, rigolez pas, les deux sont vrais. Après, dans quelle proportion, chacun se fera son idée. Donc ça, c'est, on va dire, le modèle pré-RGPD. Comment est-ce qu'on fait à l'ère du RGPD, du coup? Donc en gros, la grosse différence, c'est que le RGPD impose de recueillir un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne à quoi on consent, et puis il faut le stocker pour être capable de dire « non mais regardez, il avait bien dit oui ». Donc pour ça, on va utiliser des trigrammes, IAB, TCF, CMP, et voilà. Alors, juste pour détailler un petit peu, IAB, Interactive Advertising Bureau, j'avais dit que j'étais presque bilingue, c'est une association internationale qui a des antennes dans tous les pays du monde, qui a pour but de définir, je simplifie encore une fois, les protocoles ou la manière dont la publicité fonctionne sur Internet. Je vous avais parlé de OpenRTB juste avant, par exemple. Typiquement, ça c'est le genre de choses sur lesquelles l'IAB travaille. Donc ils définissent des règles communes pour que tous ces gens-là puissent bosser ensemble. TCF, donc Transparency and Consent Framework, n'arrive pas. Donc c'est le cadre de transparence et de consentement, et donc c'est lui qui va permettre de recueillir le consentement des internautes. Quand vous voyez cette petite pop-up qui vous demande « est-ce que vous êtes d'accord ?», derrière, techniquement, c'est TCF, on en est à TCF V2. Et puis CMP, donc Consent Management Platform, c'est pas le tout de demander le consentement, mais il faut le recueillir et le stocker quelque part, et donc ça c'est l'objet des CMP. Donc c'est plutôt simple. Est-ce qu'on ne se ferait pas un dernier schéma pour la route? Oui, non. Bon, ça tombe bien. Il est là. Encore un petit foutage de gueule, hein. C'est encore un copier-coller. Vous voyez qu'ici, on a rajouté CMP. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous validez que vous êtes d'accord pour être profilé et que vos données soient envoyées? En gros, ce qu'a fait l'IAB, c'est qu'ils ont dit à tous ces gens-là, venez chez nous, inscrivez-vous, on va vous filer un numéro à chacun. Et puis, quand vous bossez avec l'écosystème et que vous avez besoin des données d'un internaute, donc en gros, vous arrivez sur un site et puis il y a un prestataire qui est mis en jeu. Il va y avoir son nom, on va dire oui, je veux bien que mes données soient partagées avec celui-là. Ça va être stocké dans une chaîne de caractères qu'on appelle TC string, donc pour chaîne de transparency, consent, machin. Et on va stocker l'intégralité de tout ce à quoi vous avez consenti en tant qu'utilisateur. Et on va aller le stocker dans une CMP.
Et comme ça, on pourra éventuellement le ressortir. Alors, on n'a pas enregistré le fait que vous cliquiez, c'était pas un screencast de vous en train de valider les cases à cocher, etc. C'est juste le résultat de votre consentement. Certains esprits ronchons encore vont dire ouais, mais ça veut rien dire, la chaîne n'importe. Enfin, est-ce qu'on est sûr que l'utilisateur a vraiment consenti? Si jamais il y avait un dark pattern, puisqu'aujourd'hui on sait que beaucoup de ces fenêtres elles sont super compliquées et qu'on ne comprend pas et qu'il y a marqué valider, à consentir, refuser l'annulation, et puis que parfois le bouton il est vert, il est rouge, il est à droite, il est à gauche, ça change tout le temps, et que du coup le recueil de consentement il n'était pas éclairé. TCF ne répond pas à cette problématique-là, c'est-à-dire que ça ne prouve pas que le consentement était éclairé. En tout cas, ça permet de le stocker, et si ça a été bien fait, ça a été bien fait. Voilà. Alors pour finir, travaux pratiques. Je vous ai dit que Chrome, il fallait éviter. Qui utilise Chrome ici? Vous avez honte, c'est bien. Oui, il y a une différence avec Chromium, mais dans le doute, virez-moi tout ça. Chromium, c'est la version open source, c'est beaucoup moins dégueulasse que Chrome, mais à l'arrivée, il vaut mieux utiliser Firefox. Donc, je vous disais, Chrome continue avec les cookies tiers. En plus, là, ils ont rajouté le blocage des bloqueurs de pub. Donc, ils décident de quels sont les plugins que vous pouvez installer ou pas. Rappelons que le navigateur web, c'est grâce à ça que vous voyez tout le web. C'est le filtre qui fait ce que vous voyez sur le web. Donc, ce n'est pas neutre. C'est très, très politique, le choix d'un navigateur web. Donc, moi, je vous encourage à utiliser Firefox. Je ne viendrai pas vérifier chez vous si vous le faites bien. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, c'est un no-brainer. C'est Firefox. Surtout pas Chrome. Safari, si vous voulez, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas fan non plus parce qu'en général, Apple se pose toujours en chevalier blanc de vos données personnelles. En fait, ils n'en ont rien à faire. C'est juste parce que ça fait chier tous les autres et qu'eux, ils ont d'autres modes de financement. Quand, en début d'année 2024, ils ont dit on arrête PWA, par exemple, qui permet d'installer des applications sans passer par leur store, ça ne leur posait pas de problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que les intentions de Safari ne sont pas toujours très, très claires, et d'Apple en général. Dans iOS 18, ils introduisent la gomme magique qui permet de gommer automatiquement de la publicité. On a quand même l'impression que Apple, ce qui leur fait plaisir, ce n'est pas de protéger votre vie privée, c'est de faire chier les publicitaires. Bon, c'est mon avis totalement subjectif et empirique. Ensuite, moi je vous encourage à utiliser alors, la touche F12 qui permet d'inspecter une page web pour voir quelles sont les données qui transitent, quels sont les cookies qui sont stockés, et tout un tas de choses, c'est super pratique. Donc, en fait, on devrait apprendre à l'école à se servir de l'inspecteur de son navigateur web. Moi, j'ai toujours une extension qui permet de voir les cookies sur un site, et j'aime bien voir qu'est-ce qu'il y a comme cookies. Et puis le DPB Website Auditing Tool, qui est une application qui s'installe sur votre ordinateur, qui a été conçue pour auditer un site web. Alors, on va prendre un exemple totalement au hasard. Le site web du ministère de l'économie qui explique le RGPD. Donc c'est le site officiel qui vous explique comment fonctionne le RGPD et qui vous permet de le comprendre. Donc on lance la page, et là, on peut dire que ça part pas très bien. La page que j'ai là, si on reprend ma toute première bande dessinée, elle aurait dû fonctionner en 1991, dans le sens où c'est une page statique, c'est la même pour tout le monde. Elle n'est pas financée par la pub, pas besoin de pub. Et donc, par rapport à la licéité des traitements des données personnelles, en fait, j'ai pas besoin de consentement de quelque forme que ce soit. C'est juste, tu as besoin d'une page, je te l'affiche, voilà. Derrière, si on regarde, c'est franchement dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que d'emblée de jeu, alors là, j'en ai mis que 3 parce que ça tenait, mais ça scrolle sur des pages et des pages et des pages. Mais donc là, on a Facebook Pixel. Non, mais pourquoi ?
Google Tag Service, LinkedIn Insight. En fait, là, vous avez l'explication de ma conclusion du début. Pourquoi sommes-nous accros aux cookies? Quand je vois ça, je me dis, mais oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me colle du Google Pixel sur une page statique d'un site de l'État qui est censé m'expliquer ce que fait le RGPD? Si je regarde un peu dans le détail, donc ça c'est Firefox, j'ai utilisé l'inspecteur et je regarde les échanges de données et je vois effectivement que j'ai du Facebook, que j'ai du LinkedIn, que j'ai du Google, que j'ai du Twitter, j'en reviens même pas, et dont certains sont rouges parce que Firefox a dit non mais ça c'est vraiment trop dégueulasse. Alors j'ai coché oui à tout, hein. J'ai dit oui, je suis d'accord, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai coché oui à tout, mais Firefox il a dit non, tu déconnes là, ça c'est pas possible, et il a bloqué. Donc tout ce qui est rouge, c'est ce à quoi j'ai dit ouais je veux bien, mais Firefox a dit non, ça je peux pas. Et puis si on regarde le website auditing tool, voilà, bon, on voit que ça n'arrête pas, et on va s'arrêter là parce que honnêtement c'est assez déprimant. Donc pour finir, je vous invite à méditer ceci avec moi. Un site web qui ne tire pas ses revenus de la publicité ne devrait pas nécessiter de recueil de consentement. On devrait avoir la moitié des sites web au moins aujourd'hui qui n'affichent pas ce bandeau-là. Pourquoi on l'a partout? Je ne sais pas. On en discutait tout à l'heure dehors avec une bande de hippies, là, de hippies libristes, hein, je veux dire. Mais ouais, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on devrait concevoir un site web qui n'a pas besoin de recueil de consentement parce que il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors moi, j'ai quand même dans l'idée que ça arrange bien tout le monde qu'il y en ait partout parce que du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ouais, c'est la faute au RGPD. C'est pas la faute à tous ces, j'allais dire un gros mot, qui se gavent sur nos données alors qu'ils en font rien. C'est la faute au RGPD. Non, c'est pas la faute au RGPD. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est la faute à tous ces gens qui créent des sites et qui continuent de nous demander notre consentement alors qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils n'ont pas besoin de nos données. Bon, je vais arrêter là parce que je vais finir par m'énerver. Un petit dernier pour la route, forcément un petit cookie, hein, voilà. Bon, alors là, vous me direz, on est sur un site rémunéré par la pub, donc je peux comprendre la raison. Bon, et j'ai choisi celui-là parce que je cherchais une recette de cookies, et puis c'est lui qui est tombé. Voilà, alors, juste, dernière chose. En fait, rappel historique. Donc je reprends l'ordre du jour. Là, vous voyez que j'ai oublié de parler de noyau Linux. Alors, voici un extrait du code source du noyau Linux en assembleur. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans toutes les bonnes confs, les mecs mettent des codes sources et que c'est vachement classe. Donc c'est le moment de prendre des photos, si vous voulez prendre des photos. Alors c'est avec la police verte et tout, quoi, hein. Je ne sais pas trop ce que ça fait, hein. J'ai choisi un truc en assembleur parce que je trouvais que le C, c'est moins joli. Voilà. Et pour finir, il doit me rester 4 secondes. On va faire l'introduction maintenant, puisqu'on avait commencé par la conclusion. Donc on a été ensemble pour 55 minutes. On a parlé de cookies, mais pas que. Si vous aviez des questions, fallait les poser au début, puisqu'on a tout fait à l'envers. Mais on va se revoir à la fin. Et merci de sortir en moonwalk, puisqu'on a tout fait à l'envers. Ça sera plus classe. Dernière chose, j'anime un podcast qui s'appelle RDGP, qui parle des enjeux des droits numériques, des libertés individuelles et de la vie privée, qui est disponible sur toutes les plateformes, y compris sur le fait divers, qu'il est hébergé par Castopod, qui s'appelle RDGP. Et enfin, je me présente, je suis Benjamin Bellamy, moi j'aime les podcasts, le logiciel libre, je suis fondateur de la société qui s'appelle Adores et papa de Castopod, donc la plateforme d'hébergement de podcasts. Vous pouvez trouver mon contact sur benjaminbellamy.fr. Et enfin, si vous voulez récupérer les slides de cette présentation, n'hésitez pas à scanner le QR code. C'était ma dernière blague. Alors, des navigateurs à déconseiller fortement. Donc moi, je déconseille Chrome, déjà. J'aime pas du tout Brave, franchement, parce que Brave, il vire la pub des gens. Donc en gros, les gens qui font les contenus qui se rémunèrent avec la pub, ils leur volent leur pognon et ils refacturent derrière avec leurs trucs à eux. Donc
pour moi, c'est du recel ce que fait Brave, et j'aime pas du tout. Voilà. Et puis en plus, ils aiment bien les cryptos, les trucs qui polluent, tout ça. C'est pas du tout ma came. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous n'êtes pas obligé de. Vous avez le droit d'être en désaccord. D'ailleurs, je vous incite à être en désaccord avec au moins un point de ce que j'ai dit. Et puis, comme on met des pancartes, c'est fini, c'est fini. Je vais me taire. Si vous avez des questions, ça sera dehors.